tous. Alors, nous avons commencé par vous présenter un petit peu notre position au sein d'Engie et l'application de nos coupons. Après, nous parlerons du contexte et du périmètre global de nos projets d'anonymisation, car il y en a eu deux. Il y en a un sur la production et un sur la partie hors production. On évoquera quelques chiffres clés, des aspects de planning aussi sur ces deux projets. On évoquera ensemble les difficultés qu'on a pu rencontrer sur ce projet. Ensuite, quelques points d'attention, les catalyseurs de succès et la synthèse. Donc déjà, tout de suite, donc Ronan et moi faisons partie du centre d'excellence SAP au sein de la DSI DGP, donc c'est la direction grand public. Nous gérons l'application SAP qui est commune en fait à deux directions, la direction grand public et la direction des tarifs réguliers. Ces deux directions en fait gèrent tous les contrats et la facturation pour les clients particuliers. La DGP c'est donc pour tous les clients grand public et la DTR c'est tout ce qui concerne la tarification régulée, donc la partie gaz, alors que côté DGP on a aussi des contrats d'électricité et des contrats de gaz non régulés. Donc, notre application SAP est constituée de deux modules importants, hein, c'est SAP CRM et SAP ISU, les modules spécialisés sur l'utilities de SAP. Voici quelques éléments de volumétrie de notre application qui va expliquer un petit peu le contexte, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer sur le projet, hein, parce qu'on a une volumétrie très importante, hein, on a 11 millions et demi, plus de 11 millions et demi de clients avec ces deux directions en fait. On génère, donc le système il est ouvert 24 heures sur 24, hein, 7 jours sur 7, il est appelé par nos applications digitales. On génère environ 100 000 factures par an, on peut aller en pic jusqu'à 200 000. On a 4 000 utilisateurs globalement. Les pics d'activité sont entre 9h30 et 12h30, 14h, 18h. On a jusqu'à 150 000 clients qui sont connectés sur notre application via le web. On génère 30 000 contacts dans notre système par an. On a 17 millions d'appels sur NP1 et NP2, c'est nos deux systèmes de production. L'un s'appelle ISU, l'un s'appelle CRM. Donc on gère 17 millions d'appels par jour. Et on a une base qui fait 551 terabytes et qui croît chaque mois de 1 tera, ce qui est énorme. Et on fait aussi des mises en prod très régulièrement, de façon hebdomadaire, mais on est aussi en capacité de faire des mises en prod quotidiennes. Donc maintenant vous avez fait connaissance avec notre mastodonte SAP, qui est en vert ici. On vous présente toutes les applications connexes qui sont présentes dans notre système. Donc ça signifie qu'ici la RGPD est très importante pour nous et pour toute notre BU. Étant donné que SAP c'est un des principaux systèmes où il y a des données pour la BU, et donc ça signifie qu'elle communique énormément avec les différents systèmes, notamment pour du BI, notamment pour des référentiels clients et contrats, etc., etc. Donc ça signifie que nous sommes très interconnectés, non seulement avec de la BI et de la donnée, mais aussi avec des CRM qui sont en top de nos CRM, plus le plateforme digitale. Donc le site web particulier.engie.fr. Alors, qu'est-ce qui est à l'initiative de nos projets? Bien sûr, il s'agit de toutes les demandes réglementaires en lien avec la RGPD, hein, qui nous demandent de supprimer toutes les données personnelles qui ne sont plus utiles à des objectifs opérationnels. Normalement, ce qu'il faudrait faire, bien sûr, c'est purger tous les fiches clients. C'est quelque chose qui est quand même très très difficile pour SAP, dans SAP, compte tenu de toute la dépendance avec, avant de pouvoir purger les clients, il faut pouvoir purger les contrats, il faut pouvoir purger toutes les données de consommation, de facturation, ce qu'on fait aussi, mais il faut vraiment purger toutes les données, donc il y a énormément de dépendances techniques qui font que faire de la purge avec le standard SAP, c'est quand même complexe. Donc c'est pour ça qu'on est parti plutôt sur une solution d'anonymisation. Et on a décidé de choisir les outils des Pius Lab, les outils Data Retain et Data Redact pour la partie production, afin de supprimer toutes les données de nos clients résiliés. Donc, comme on l'a dit, hein, c'est un système qui est très connecté avec d'autres systèmes. Donc, on a quand même un certain nombre de systèmes périphériques pour du BI, pour
tout ce qui est collecte de nos données de relève, le digital, tout ce qui est donc applications mobiles, les applications qu'on appelle Conso qui vous permettent de voir vos consommations au fil de l'eau via une application dédiée. Une application pilotage qui est pour notre facturation agile. Donc à côté de SAP, on a encore un autre système de facturation. Xdata qui fait le lien et qui nous permet de faire un système unique, de référentiel unique de clients, notamment, et aussi de points de livraison. Et donc on a aussi une application MyPower qui nous permet en fait de livrer des panneaux solaires à nos clients. Donc ceci fait que c'est un programme très complexe. Donc ici on ne va que parler bien sûr que de SAP, parce que c'est notre périmètre. Et ça signifie qu'il y a aussi d'autres actions à mener dans les autres systèmes, qui sont aussi des actions d'anonymisation et ou de purge en fonction des technologies qui sont possibles et accessibles, et en fonction du modèle de données aussi dans chaque système. Donc le point important qu'il ne faut pas oublier, c'est que SAP, c'est bien, c'est un gros référentiel de données, mais il n'est pas tout seul dans la galaxie, et il faut prendre ça en compte dans votre programme, parce que c'est un projet quand même gigantesque, c'est un programme gigantesque pour nous, et on est encore dedans, et on sera encore dedans pendant quelques temps. Alors, on a évoqué le fait qu'il y avait ce premier projet qui concernait la partie production, mais on a aussi un deuxième projet qui concernait toute la partie non-production. Donc, comme vous le savez, la CNIL demande en fait d'intégrer la protection des données à caractère personnel au développement informatique dès la phase de conception, c'est-à-dire sur tous les environnements hors production. Donc c'est pour ça qu'on a décidé, dans la continuité, aussi de lancer un projet d'anonymisation sur l'ensemble des données personnelles clients sur l'ensemble de nos environnements de production. Il faut préciser qu'on a deux chaînes de production, hein, on a grosso modo une chaîne de VSR et une chaîne projet. Sur chacune de ces chaînes, il y a des environnements de développement, de qualification, de recettes, et on a un environnement hors prod qui fait un petit peu le merge de ces deux chaînes qui sont un peu équivalentes. Et on a un certain nombre d'environnements certains environnements sont des copies de prod pour pouvoir y faire tout un tas de tests de performance, tests de charge. Donc c'est ces environnements-là qu'il nous fallait absolument anonymiser pour répondre à des besoins de la CNIL et puis aussi pour des questions bien sûr de sécurité ici. Donc c'est pour ça qu'on a décidé dans la foulée cette fois d'utiliser une autre solution de API Use Labs, c'est l'outil DataSecure. Donc quelques autres chiffres clés par rapport à ce projet. Sur du prod et du non-prod, on l'a dit tout à l'heure, on a 50 téraoctets avec une croissance de 1 téraoctet par mois, donc ce qui est quand même assez gigantesque. On a environ plus de 20 millions de BP en hors prod, parce qu'on a des clients qui sont résiliés, le système date de 2006. Et on a aussi 4,5 millions de BP qu'on a anonymisés en production. Au niveau de l'organisation, on s'est organisé avec deux partenaires, avec le partenaire API Use Labs et notre partenaire intégrateur TCS. Donc c'est aussi à prendre en compte dans vos projets. On a besoin de nos intégrateurs aussi, parce qu'ils connaissent très bien aussi la partie fonctionnelle, ce qui est très important. Donc on a fait quand même énormément d'ateliers de préparation au niveau de la sélection de la donnée, de vérification quelles sont les données anonymisées, que ce soit avec notre métier, mais aussi avec les remontées IT, on va dire ça comme ça. Étant donné que, comme le système date un peu, il y a énormément de customizing et vraiment de spécifiques qui ont été développés dans notre système. Le nombre de personnes impliquées, il y en a eu 4 en fait, parce qu'il n'y a pas nous deux, plus d'autres personnes qui sont liées plutôt à la gestion des environnements principalement. Au niveau de TCS, donc les business analysts TCS qui se trouvent en Inde principalement, donc il y en a eu 6. Les personnes d'Inverture et d'API Use Labs, il y en a eu 6 qui sont présentes ici. Une phase de contractualisation dont on parlera un peu plus tard, mais qui a duré quand même assez longtemps, donc ça a été une discussion assez intense. Au niveau de quelques éléments techniques, donc on a mis quand même un certain nombre de règles de rétention, à savoir de sélection de la donnée, pour éviter de sélectionner trop de données qui ne doivent pas être anonymisées, étant donné qu'on a quand même des contraintes réglementaires assez fortes, notamment pour le fait que le client,
On doit bien sûr l'anonymiser au bout d'un certain temps, mais avec un certain nombre de règles, parce que la réglementation qui arrive on top pour les utilities nous oblige à garder un certain nombre de données un peu plus longtemps que ce que préconise la CNIL. Donc c'est aussi à vérifier au niveau du juridique. On a bien sûr donc des règles d'anonymisation dans SAP, on en a 15 en prod et 18 en non-prod. On a fait quand même un certain nombre de runs avant la mise en production, donc on en a fait quand même 15 pour la prod, bien sûr, parce que là, une fois que c'est anonymisé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc là, c'est très important au niveau des tests. On a fait quand même quelques campagnes de tests avant d'y aller. Pour le non-prod, on a fait un seul non-prod complet, on a eu quelques soucis, on va en parler tout à l'heure, et on fait beaucoup de tests partiels. Alors, au niveau des temps de traitement, on est quand même sur des temps de traitement qui sont assez importants vu notre volumétrie. Donc sur la prod, on est environ pour 100 000 BP anonymisés, on prend 3h30. Pour le hors-prod, on est dans des volumétries tellement importantes qu'au départ, on était assez optimiste. On était parti sur une quinzaine de jours au total. Et il s'avère que en fait, l'expérience qui est toute fraîche fait qu'on a à peu près 20 jours pour une première partie, pour ce qu'on appelait le socle, et environ 15 jours pour une deuxième partie qui est encore en cours. Donc c'est quand même des temps à prendre en compte aussi dans vos projets, parce que ça signifie que les environnements sont quand même assez immobilisés pendant toutes ces périodes-là, surtout pour le hors-prod. Pour les runs de rétention, donc c'est toute la sélection des données, ça dure entre 2 et 3 heures, et donc vous avez, ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas linéaire, en fonction du nombre de clients, on a quand même une augmentation du temps de traitement qui est assez importante. Alors, voici le planning général de deux projets, production et hors production. Alors, on a eu les premiers contacts avec Invarture au mois de septembre 2019. On avait été très intéressés par cette solution. On avait décidé de lancer un POC début d'année 2020, ce qu'on a réalisé. On a fait un POC en 2 semaines qui a été probateur, qui nous a bien démontré que la solution était capable d'anonymiser nos données de production. Sur les données de hors-prod, on s'était assez rapidement rendu compte que les temps de performance allaient nous poser des problèmes. C'est ce qu'on vient d'évoquer justement préalablement. Le temps d'obtenir le budget, de lancer toute la partie contractualisation, on a pu lancer réellement le projet en juin 2020 et grosso modo, en 5-6 mois, on a réussi à mener en place notre projet d'anonymisation sur la prod, ce qui était un très bon objectif. On avait fini d'ailleurs, on a fait notre mise en prod le 18 novembre 2020 et après on a commencé des tests, on a commencé les parties migration qu'on abordera, c'est un sujet qu'on abordera aussi par la suite. Et une fois qu'on a donc terminé globalement migration comprise, notre projet en l'anonymisation de la production, là, sur les plus de 4 millions de clients, on l'a terminé au mois de janvier. Et on a enchaîné sur le hors-prod, qui était notre priorité numéro 2. Et ce projet hors-prod, là par contre, il est plus long et c'est plus complexe. On en reparlera, les règles sont différentes. L'enjeu, c'est que les données sur le hors-prod soient exploitables pour des tests. Donc c'est sur... là, on est sur la fin du projet. On est en train de commencer l'anonymisation sur les premiers environnements hors prod. Et en parallèle de ça, c'est vrai qu'aussi on a eu la bonne nouvelle d'avoir la clôture de la mise en demeure clean, parce qu'effectivement Engie, comme EDF, avait une mise en demeure qui était plutôt axée sur les consentements, principalement, pas directement sur ces sujets-là. Sur les consentements et sur l'archivage, mais voilà, donc c'est aussi, cette clôture a été une bonne nouvelle. Maintenant, on va détailler un peu plus les plannings des 2 projets. Donc, le premier planning, c'est celui sur la partie productive, la prod. Donc, on a démarré au mois de juin. Alors, on a effectué 3 phases de trial run.
où on a, avec une première grosse phase, bien sûr, qui était toute la partie, puisqu'il y avait toute la partie conception, implémentation des règles de gestion, d'anonymisation qu'on voulait mettre en œuvre au niveau de nos données clients, au niveau des IBAN, etc. Toutes ces données, toutes les règles qu'on a décidé de mettre en place. On a lancé des tests et on a effectué donc 3 phases de conception et de test en fonction des problèmes qui étaient rencontrés. Parce qu'effectivement, un des problèmes aussi chez nous, c'est qu'on a quand même beaucoup de tables spécifiques. Autant la solution et puis Use, bien sûr, gère parfaitement l'anonymisation des tables standards, mais il fallait aussi gérer l'anonymisation des tables spécifiques qui pouvaient contenir des données personnelles. Donc il y avait aussi cette problématique-là qui a été rencontrée. On a pu donc faire le go live début novembre, faire une dernière phase de test, avant de commencer la partie migration en production fin novembre, pour vraiment commencer la migration, l'anonymisation en fait. Parce qu'on ne pouvait pas anonymiser d'un seul coup toutes nos 4,5 millions de clients qui étaient éligibles à l'anonymisation, on ne pouvait pas le faire d'un seul coup, donc on a échelonné toute cette anonymisation sur du mois de mi-novembre jusqu'à mi-janvier, jusqu'à janvier globalement. Pour le planning de la partie hors-prod, alors c'était déjà, comme on l'a présenté tout à l'heure, on a un écosystème SAP qui fait qu'il faut aussi qu'on se soucie, qu'on pousse aussi, il faut qu'on gère aussi l'anonymisation sur l'environnement de l'écosystème SAP. Donc Amadeus, c'est notre système décisionnel sous Teradata, et puis Exadata, c'est notre base de données qui est dans la partie couche middleware. Donc donc ce qu'on voit déjà, c'est que sur la partie SAP, donc l'application Symfony, c'est dans notre application. On voit déjà qu'on a une phase de conception qui est un peu plus longue. On a pris 3 mois pour mettre en place toutes les règles, parce que les règles sont plus complexes sur leur prod, puisque les données doivent être exploitables et il ne s'agissait pas de mettre... Ce qu'on a fait sur la prod, c'est qu'on a mis un nom de BP, des IBAN, un IBAN fictif et un nom de BP qui est anonyme, qui est pareil. Sur leur prod, on ne veut pas faire pareil parce qu'on veut qu'il y ait des noms qui soient exploitables et qu'on ne veut pas qu'il y ait le même IBAN non plus, puisqu'on veut pouvoir faire des tests sur des lots de facturation, des choses comme ça, s'assurer qu'il n'y ait pas des erreurs. Donc on a besoin aussi de données un peu plus riches. C'est ce qui fait que l'anonymisation sur du hors-prod, c'est plus complexe. Donc on a passé plus de temps. La phase de réalisation s'est déroulée sur la période d'avril-mai. Et après, on a une phase de test assez longue du mois de juin, juillet, août, parce qu'on a constaté un certain nombre de problèmes. Principalement aussi sur nos tables spécifiques, qui devaient être anonymisées en équivalence avec les parties standards. On va avoir les mêmes noms partout, etc. C'est d'éviter le problème de cohérence de data par rapport au test. Et on a vraiment commencé la phase d'anonymisation de notre environnement, le premier environnement de recette, à partir du début septembre. Et on a passé tout le mois de septembre à le faire. C'est là qu'on a passé plus de 20 jours sur cet environnement. Qui nous servira de pivot d'ailleurs, qui sera après recopié sur les autres environnements de recettes. Et voilà, vous voyez que ce projet est toujours en cours. On doit justement après redéployer, comme je vous l'ai dit, on a à peu près 4 environnements copie de prod, isoprod, mais qui sont des environnements hors prod à anonymiser. Donc il va falloir qu'on va échelonner tout ça jusqu'à fin d'année. Voilà, globalement. Et tout ça en parallèle, il y avait bien sûr les plannings côté décisionnel et côté data aussi à gérer. Les difficultés rencontrées, donc comme on l'a dit, on a eu des grosses discussions sur la contractualisation, étant donné qu'on est quand même lié avec un certain nombre de partenaires, et puis Use en est un, mais en fait le partenaire principal pour la gestion et la maintenance, c'est TCS. Et donc normalement les interventions sur la production, tout ce qui concerne les données, doivent être faites par TCS. Donc il y a eu des discussions et ça s'est réglé au final où TCS réalise bien les anonymisations en prod. Donc ça c'est aussi un point important à regarder. On a souhaité aussi réaliser un deuxième POC après le premier. Malheureusement, on n'a pas pu le réaliser étant donné qu'on était quand même assez pressé de commencer le projet pour livrer
avant la fin de l'année 2020 l'anonymisation en prod, liée notamment aussi à la plainte liée à la CNIL. Au niveau des acteurs, donc on a parlé des acteurs métiers, on a parlé des acteurs IT, il ne faut pas oublier le juridique, étant donné que chaque règle de gestion doit être validée au niveau juridique. Donc c'est assez complexe, étant donné que entre le juridique, la CNIL, les contraintes techniques, les contraintes métiers, il y a un agreement à trouver. Et donc là, clairement, on a passé quand même beaucoup de temps aussi à définir ces règles-là. Donc ce n'est pas négligé du tout. Bon, vous l'avez vu, je pense qu'on a assez appuyé, nos environnements sont quand même assez complexes et on a beaucoup d'environnements à gérer. Et puis, on a aussi le point juridique qui a été acté, que les numéros clients sont-ils des données à caractère personnel. Notre juriste a réussi à faire accepter à la CNIL que ce n'était pas le cas. Point. Donc, au niveau des tests, bien sûr, sur la prod surtout, sachant que une anonymisation, elle doit être irréversible. Donc, il y a énormément de tests à réaliser. C'est pour ça que sur la production, on a fait quand même un certain nombre de runs de tests pour pouvoir s'assurer qu'on anonymisait tout ce qu'on voulait et pas plus. Donc, ça a été quand même pas mal de tests et pas mal de sueur froide au moment du premier lancement pour bien s'assurer que ce qu'on faisait, c'était correct. On avait beaucoup d'acteurs impliqués, bien sûr, on l'a dit, parce que en fait, comme toutes nos données sont downloadées directement en streaming vers d'autres systèmes, ça signifie qu'on ne pouvait pas lancer toutes ces données en un seul coup. Donc c'est pour ça qu'on a dû étaler ceci sur plusieurs mois. On a eu aussi notre problématique principale, c'est le fait que les données, étant donné qu'elles sont lues et modifiées par un certain nombre d'acteurs dont on ne sait pas forcément la source, étant donné que le système est quand même, et même s'il n'est pas APIfié, il est quand même bien connecté à d'autres systèmes qui sont, eux, très dynamiques. Et donc ça signifie qu'on a quand même quelquefois des problèmes pour déterminer d'où vient un certain changement. Donc on a dû réagir en mettant un blocage vraiment très fort au niveau de la production pour justement éviter d'avoir des choses qui arrivent de manière un peu bizarre. Au niveau du hors-prod, donc en fait le Rex qu'il y a derrière, c'est qu'on a fait vraiment un test et des tests de performance, mais ce n'était pas assez. On s'est aperçu lorsqu'on a commencé à réaliser les tests de hors-prod et à réaliser l'anonymisation hors-prod, que en fait les temps estimés au départ étaient complètement hors clou. Et que la méthodologie qui avait été employée pour réaliser les tests n'était pas forcément la bonne. À savoir que l'outil API permet de tester soit par objet, donc avec des subsets de données, soit donc avec des gros subsets quand même, soit en masse. Et on voit que quand on fait en masse, il y a des contentions qui apparaissent dans les systèmes, donc on a besoin de regarder même au niveau de l'infra, pour faire du fine-tune bien sûr, mais aussi au niveau des programmes qui sont lancés. Donc c'est aussi un point à ne pas oublier, c'est que vu nos volumétries, c'est notre plus gros problème. La performance, c'est la clé du projet. Et bien sûr, je pense que vous l'avez tous connu, la période n'a pas été aussi simple en 2020 et en 2021, à savoir qu'on a commencé les projets pendant la période de la grève, qui a eu lieu à Paris, donc c'était assez compliqué. Et puis après, on s'est tous chopé le Covid et donc la pandémie. Et donc on a dû travailler à distance, donc ça a un peu complexifié les manières de travailler, à moins au départ. Alors, quels sont les points d'attention à prendre en compte dans un projet d'anonymisation comme celui qu'on a mené? Déjà, sur la partie de production, au premier lancement, l'outil Data Retain, Data Redact, normalement, bien sûr, il a identifié tout le volume complet des 4,5 millions de clients qui étaient éligibles à l'anonymisation, et c'était pas possible déjà à cause de notre écosystème, c'était pas possible de les traiter en 4 millions. Il a fallu qu'on découpe grosso modo par lot de à peu près de 200 000, c'était ce qui était acceptable par les applications consommatrices. Et pour faire aussi ce découpage, on a pu utiliser un outil un peu complémentaire de la solution EPUse, qui est l'outil Data Secure Landscape Transformation, et qui nous permet justement de faire ce découpage pour la prod. Pour la partie migration. Après, normalement, en mode normal, on n'a plus besoin de cet outil.
Avant de lancer ce projet avec la solution EPUse, on a regardé s'il n'était pas. On a envisagé de faire une solution spécifique. Hein. Donc on a demandé à notre intégrateur, TCS, responsable de notre contrat de TMA, SAP, de réfléchir à une solution et il nous a fait une proposition qui était très élevé et qui allait aussi avec qui a une nécessité de plus que 5-6 mois de développement. Quand vous avez vu qu'on a mis en place le projet grosso modo dans 5-6 mois. Donc ça dépassait en termes de temps, de délai, et qu'en plus, bien sûr, comme ça était une solution spécifique, contrairement à une solution d'éditeur, on pouvait se poser des questions sur la fiabilité, hein, qui ne serait pas éprouvée, la robustesse et la pérennité. Donc il y a des questions de support maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a complètement, en plus avec le POC qui était plutôt, qui s'est très, très bien passé sur la partie prod, on avait décidé, donc on a entériné le choix de la solution EPUse. Point d'attention, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que il y a de nombreux systèmes impliqués, donc beaucoup d'intervenants. Même au sein de SAP, on a multi-intervenants, puisqu'on a EPUse pour nous aider sur l'implémentation, une Virtual EPUse pour nous aider sur leur outil. Il y a les TCS aussi qui ont été impliqués pour expliquer la partie fonctionnelle et puis pour prendre en charge des compléments d'anonymisation sur certaines tables spécifiques ou même de la purge. Tout ça en plus, idéalement il faut parler en français, donc des fois il y avait des intervenants EPUse qui pouvaient être anglophones, même si on est aussi habitué à travailler anglophone avec TCS, mais ça aussi est un facteur un peu de complexité. Et puis sur la prod, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est que, et ce qui nous a posé problème en prod, c'est qu'on a de multiples sources de flux. Notre système SAP, il est mis à disposition, et les données sont mises à disposition via la couche API middleware, en fait, via nos API, et on a nos consommateurs, on ne sait pas toujours très bien ce qu'ils font de nos données. Et on se rend compte, il y avait des moments, on s'est rendu compte qu'ils avaient tendance à vouloir, par exemple, mettre à jour des données qui étaient censées être candidates à l'anonymisation. Donc il a fallu qu'on gère aussi qu'on adapte certaines règles par rapport à ça. Donc il faut bien prendre en compte tout cet aspect-là. C'est pas le temps. Pour la partie prod, on l'a évoqué, il y a un temps d'anonymisation qui est important, hein, une vingtaine de jours. On ne peut pas se permettre de rendre indisponibles tous nos environnements hors prod 20 jours. Donc on a décidé de mettre en place un environnement pivot qui serait l'environnement intermédiaire, qui serait lui effectivement indisponible pendant une vingtaine de jours le temps d'anonymisation et qui servira, une fois que l'anonymisation sera prête, on copiera ces données sur l'environnement cible à rafraîchir de leur production. Ce qui est important, on l'a évoqué avec la complexité d'un projet comme ça, il faut bien s'assurer qu'on anonymise bien les bonnes données et correctement. Donc il ne faut pas hésiter à faire un nombre important de tests. Hein. On en a fait minimum, on conseille minimum de 4 itérations. On l'a évoqué effectivement aussi tout à l'heure, la qualité des tests est vraiment critique et très très importante pour l'ensemble des équipes. Hein. Il ne s'est pas construit que les SAP, aussi toutes les autres équipes de l'écosystème, parce qu'elles peuvent aussi révéler certains problèmes dans l'anonymisation et l'utilisation des données anonymisées. On se rend compte que l'anonymisation, c'est un projet qui est complexe et qui est long, parce que même si notre projet sur la production a été une réussite, on l'a mis en place très rapidement, on s'est quand même rendu compte en prod qu'il y a quelques petits problèmes. On a même tendance à anonymiser des fois un peu trop de données, des fiches clients qui n'étaient pas forcément au départ éligibles. On a des BP convergents, divergents, des choses comme ça. Il s'avérait que c'était pas trop dommageable, ça n'a pas trop c'était un moindre mal, mais il faut vraiment faire attention aussi à ces genres de cas un petit peu particuliers. Donc il faut aussi il va falloir aussi qu'on remodifie certaines règles de gestion. Donc on a encore des travaux à faire sur cette partie prod. Et puis on avait bien sûr, nous on avait décidé de prioriser la prod, c'était avant leur prod, hein, parce que effectivement on avait aussi c'est la CNIL, hein, qui était insisté principalement sur la partie prod. Alors que EPUse Lab, normalement, conseille plutôt de commencer un projet sur le hors prod avant d'enchaîner sur la prod. C'est vrai que nous, on a fait un peu... on avait les priorités. Voilà. En termes de résultats, alors le résultat est très positif. Hein, sur la prod, on a réussi à anonymiser finalement en 2 mois, 3 mois les 4 millions de BP de clients qui étaient éligibles à l'anonymisation.
On lance désormais, une fois qu'on a passé ce cap des 4,5 millions, on lance maintenant de façon hebdomadaire l'anonymisation sur notre environnement de prod. Donc on a une vingtaine de milliers de clients qui chaque semaine sont éligibles à l'anonymisation. C'est des clients qui étaient résiliés il y a quelques temps, donc qui maintenant sont éligibles. La maintenance des règles continue d'être effectuée et globalement effectuée par EpiUseLag. Et ce qui est important aussi, c'est alors on a utiliser l'apprentissage du projet de la prod pour le faire sur leur prod, mais ce n'est pas non plus suffisant parce que leur prod, c'est vraiment plus complexe du fait de règles un peu plus compliquées à implémenter pour rendre les données exploitables. Et notre projet prod, bon, pour l'instant, on ne peut pas encore parler de résultats, puisque on commence si juste à avoir anonymisé notre premier environnement de recettes complètement, là, de façon complète. On est en train de... Mais il nous reste encore les autres environnements à mettre en place, à anonymiser. On l'a vu tout à l'heure. Alors les catalyseurs de succès, hein, donc, au niveau humain, c'est quand même une relation assez intense avec nos fournisseurs, donc on est toujours en discussion quasiment toutes les semaines, voire en ce moment 2 fois par jour. Parce qu'on doit régler quelques petits soucis. Donc effectivement, notre fournisseur est vraiment prêt à nous écouter et à répondre favorablement généralement à nos problèmes. Au niveau organisationnel, en fait, il y a une très bonne synergie avec les différents acteurs, MOA et TMA externe, donc, ce qui aussi aide à réaliser ce projet en un temps assez record quand même. Au niveau technique, en fait, comme c'est un add-on au niveau de SAP, il n'y a pas besoin de rajouter des serveurs supplémentaires pour pouvoir anonymiser, donc ce qui est assez important. Donc, on n'a pas besoin de monter un serveur, que ce soit dans notre GDC ou dans le cloud, donc ce qui est quand même très flexible, étant donné qu'il y a juste à implémenter des OT et hop, on démarre. Enfin, c'est hop entre guillemets. Hein. Et puis après, donc, ce qui était aussi important pour nous, c'est dans les outils qui existent sur le marché, c'est de pouvoir trouver un partenaire qui est capable de faire de l'anonymisation pour du CRM, pour utilities avec du ISU. Étant donné que, comme vous le savez sans doute, hein, SAP ISU, c'est quand même un marché de niche, même si on est des gros acteurs en termes de base client, le nombre de systèmes implémentés, ça court pas quand même les rues. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 en France. Quand on a commencé, c'était plutôt 2. En Europe, il y en a beaucoup en Allemagne, mais pas avec cette volumétrie-là. Donc, c'est vraiment très spécifique et en fait, on a réussi et on est en cours de réussite, même si on a eu quelques soucis sur leur prod. Alors, en synthèse, la complexité du paysage système, oui, effectivement, ça nécessite un travail. Si vous êtes comme nous, vous avez un environnement, un écosystème SAP qui est compliqué, donc ça nécessite un travail de préparatoire important. Tout ce qui est GDPR, c'est pas qu'un projet one-shot, hein, on fait la migration, on anonymise, on lance éventuellement le partie dernière, l'anonymisation hebdomadaire et c'est terminé. Non, c'est un souci permanent, hein, dès qu'on va avoir des nouveaux développements, que potentiellement on doit créer, qui nécessiterait de créer une table spécifique ou qui aurait le risque justement de devoir nécessiter de créer une table spécifique, mais on peut utiliser des tables qu'on a déjà anonymisées, il faut justement bien penser à toutes ces problématiques-là dans les phases aussi de conception, hein, pour ne pas se retrouver face à des problèmes. Les AGDPR, c'est pas non plus que de l'anonymisation, hein. Nous on l'a fait sur les fiches clients parce qu'il y a ce problème d'archivage, la difficulté de mettre en place des purges, mais on a bien mis en place de l'archivage et de la purge sur une grande partie des tables sur notre système. Pour la production, alors c'était en synthèse, la production ça a vraiment été un succès, on a réussi à mettre en place ce projet de façon très, très rapide, 5 mois plus le temps de migration, donc ça a été fait avec globalement peu d'accros, hein, malgré tout, malgré la complexité. Hein. Et puis la réussite est en grande partie due au professionnalisme et à l'expérience des PUs, hein, et Arthur, hein, que je remercie. Et puis, alors pour le reprod, on l'a dit, hein, c'est vraiment plus problématique, principalement à cause de la performance, hein, des problèmes de performance. Là, c'est pas 4 millions qu'il faut, des fiches clients qu'il faut anonymiser, mais c'est 20 millions, et puis avec des règles plus complexes. Voilà, donc là, c'est terminé. Donc, Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez des questions ?
C'est ça, s'il y a un environnement hors prod qui nécessite un refresh, on va déjà partir sur notre base pivot. Pendant 20 jours, on va lui faire tourner l'anonymisation. Et une fois au bout de ces 20 jours, on va le recopier sur l'environnement cible. C'est-à-dire que d'un point de vue SAP, vous avez plusieurs cales, par exemple. Vous en avez une qui est dédiée à l'anonymisation pendant 20 jours. Et après, vous la recopiez sur d'autres cales. Vous avez plusieurs environnements de cales, par exemple. Oui, on a en fait un environnement, un système, un paysage assez complexe, donc avec 2 lignes qui contiennent chacune des environnements volumétrés. Et donc ça signifie qu'on a fait ce choix justement pour éviter d'avoir un système qui soit complètement... enfin, les systèmes d'utiliser pour la production des évolutifs qui soient complètement bloqués, parce que pendant qu'on fait l'anonymisation, on ne peut pas faire autre chose. Le système est très loadé, hein, donc notre système qui permet de faire le pivot, c'est un petit système. Il n'y a que 60 batchs possibles dans le système, et même à la moitié la puissance, le système il rame bien. Donc ça signifie qu'on ne peut pas faire autre chose à ce moment-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est tout le temps en évolutif. Notre marché est très concurrentiel, on doit tout le temps livrer des nouvelles évolutions, des nouveaux correctifs, et donc on ne peut pas s'arrêter de produire. Donc on a fait ce choix d'avoir cet environnement pivot au lieu de faire l'anonymisation sur chaque système. Il y a une autre question, oui. J'avais une question sur la découverte des données anonymisées, parce qu'effectivement, il y a les tables standards que vous visez, la trace des noms, j'imagine qu'on en trouve partout dans les libellés, votre chargé de clientèle, une note un nom dans un commentaire, etc. Comment vous avez fait pour identifier toutes ces données et vous assurer qu'à la fin, il ne vous reste pas encore des données, des traces d'un client? C'est pour ça que ça prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'on s'est déjà attelé à la tâche depuis très longtemps, entre guillemets. Notre base de données est quand même assez connue par les équipes, hein, forcément. Donc ils ont quand même une liste de tout ce qu'il y a comme données. Effectivement, on a quelques loupés qu'on doit corriger. Donc ça, c'est aussi en cours. On ne va pas se le cacher, hein. Mais c'est en cours. C'est pas sur la majorité des clients, c'est vraiment sur des clients qui sont dans un process vraiment très spécifique, avec un contrat très spécifique. Donc là, il y a des données qui ont été zappées. Mais globalement, en fait, c'est aussi du fait qu'il y a une grosse connaissance des différentes équipes sur le modèle de données qu'on a sur notre système SAP. Donc c'est aussi, il faut capitaliser sur les gens qui sont déjà présents sur place, étant donné que sans eux, c'est impossible de faire un projet de ce genre-là. Donc du coup, les outils, en fait, vous n'êtes pas vraiment... c'est vraiment par la connaissance de l'outil. Connaissance de l'outil et le standard. Sur la partie spécifique, ouais, sur le standard. Le standard, on utilisait bien sûr les outils de recherche, pareil, nom, prénom, etc., adresse, et la connaissance du modèle de données standard. Par contre, effectivement, on n'en a pas parlé, mais par exemple, on a des données, ce qu'on appelle de contact, à l'intérieur, on a tout viré. On ne s'est pas posé de questions, tout ce qui est sur un client anonymisé, on enlève tout, parce que potentiellement, il peut y avoir un IBAN qui traîne, potentiellement, on a retiré aussi tous les liens avec les factures des clients qui devaient être anonymisés, donc il y a aussi tout cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on sait notre périmètre, effectivement, SAP, mais on a dû déborder forcément sur les autres systèmes. Et c'est là où intervient la complexité du projet, à savoir qu'on a l'impression qu'on va tout régler avec cet outil-là. C'est pas vrai. C'est que le début de la pelote, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus de données à l'intérieur, mais il y en a un peu partout ailleurs. Oui. Ah, pardon. Le règlement nous permet 3 vies au niveau des données. Une donnée active, une donnée en archivage intermédiaire et la suppression des données. Oui. L'anonymisation permet de faire la suppression des données. Oui, c'est fascinant. Vous n'aviez pas besoin d'avoir des données dans la vie, archivage? Si, en fait, on a un processus qui a été mis en place il y a quelques années, qui était déjà présent, ce qu'on appelle, nous, l'archivage CNIL, qui nous permet de bloquer à la vue des données pour certains clients, donc, sauf à une certaine population de gens, parce que ces données-là, bien qu'elles soient entre guillemets archivées, potentiellement elles peuvent encore vivre. Donc elles ont une demi-vie, on va dire ça comme ça. Donc on a ce processus-là qui est en place, mais depuis nombreuses années. Et puis là, et puis ces fiches sont très peu accessibles. L'accès est très restreint. Donc on a mis en place la solution vraiment pour la phase finale. Mais moi j'aime bien effectivement ces notions d'actifs intermédiaires et étape finale, l'anonymisation.
Parce que c'est la purge qui nous est demandée et qui est difficile de faire, en dehors de l'anonymisation, dans notre contexte. Les pièces jointes à l'infection, par exemple, du coup, vous pouvez anonymiser aussi Non, alors nous, donc on a cassé les liens avec tout ce qui est document, donc tout ce qui est PDF, entre guillemets, et avec tout ce qui est texte. Savoir que les textes, on les a virés, parce que c'est du SAP pur, et tout ce qui est lien, nous, on a cassé les liens, et par contre, les autres équipes qui s'occupent de l'archivage de la donnée, enfin du PDF, entre guillemets, doivent purger ces données-là. Parce que c'est le seul moyen, étant donné qu'on ne peut pas anonymiser ces données-là, c'est de la purge pure et simple. avec une autre solution. Oui. Oui, c'est pour ça qu'en fait, en tout cas, moi je voudrais bien insister, c'est que en fait, cet outil-là, c'est une étape, c'est pas la seule. C'est-à-dire que quand on commence à se lancer sur ce genre de projet, il faut prévoir sur toute la chaîne de bout en bout. Donc effectivement, il faut bien connaître la cartographie des flux et il faut bien connaître les différents systèmes qui utilisent la donnée. Mais aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, c'est qu'en fait, il y a énormément d'équipes qui sont impliquées. Et moi, je suis quand même sur le périmètre depuis quelques temps. Le périmètre, le nombre d'applications a quand même assez grossi depuis quelques temps, et donc on se rend compte qu'on a des bouts de données un peu partout. Toutes les autres applications ont le même souci que nous. Ils appliquent des solutions spécifiques en fait, dédiées à leur application. Mais sachant qu'on a le plus gros, entre guillemets, système transactionnel de notre BU. Pardon. Il y a un moyen simple de différencier une donnée anonymisée d'une donnée qui n'est pas anonymisée? Alors, on a été très simple, on a mis anonyme dans le nom-prénom. C'est très simple. Et quand c'est des données courtes, du coup, c'est anneau, c'est les premières lettres. Non, on a mis tout le temps anonyme. On a forcé, donc on a mis anonyme pour le nom-prénom. Pour le numéro de téléphone, on a mis un numéro de téléphone qui est improbable. Pour tous les numéros de téléphone, les numéros, l'adresse email aussi, on a mis donc avec une règle de gestion anonyme@edgy.com pour justement éviter d'avoir des mails qui partent chez des clients réels. Si on avait mis yahoo.com, ça ne l'aurait pas forcément fait. Donc le compte bancaire, c'est un compte bancaire aussi pour la production qui est fictif complètement. Donc voilà, c'est très simple, entre guillemets. Vraiment, c'est beaucoup plus simple sur la prod que sur le reprod. Sur le reprod, étant donné qu'on doit pouvoir réutiliser la donnée, on doit créer de la donnée fausse tout en étant vrai. Donc on a dû mettre en place un certain nombre de paramètres et de paramétrages qui, par exemple, pour le compte bancaire, on a dû créer des banques fictives, des comptes bancaires fictifs, et hop, c'est parti. L'aspect anonymisation par rapport aux clients. Quid de aux salariés, puisque quand on se log dans SAP, on laisse des traces de log partout. C'est un point qui est en cours. Le truc, c'est que la CNIL dit qu'on ne doit pas garder de traces de la donnée en dehors, dans n'importe quelle donnée de l'entreprise. Nous, on a un système avec les données des clients, des employés qui s'appelle Octa, que je pense que vous avez tous. Et donc ça signifie que c'est une réflexion globale à avoir au niveau de l'entreprise aussi. À savoir qu'un conseiller, il est connu dans le système, il est potentiellement connu aussi ailleurs parce qu'on lui donne accès à beaucoup d'autres outils qu'aux nôtres. Donc ça, c'est un point qui est aussi encore en cours, clairement. Donc nous, on essaye de faire notre partie sur la partie SAP, mais on a bien levé le point au niveau juridique en disant là, on veut bien le faire, on va le faire. Mais le truc, c'est quid des autres applicatifs. Pas seulement au niveau de la BU, mais aussi au niveau groupe. Donc ça encore, c'est un nouveau niveau de complexité parce qu'il faut s'attaquer vraiment à toutes les applications du groupe.